Donc, je m'appelle Arash et une seconde, est-ce que c'est en mode présentation? OK, donc un petit peu une petite intro sur qui je suis. Je suis un gars de Montréal. Aujourd'hui, je vous appelle de San Francisco. Mon background, c'est j'ai étudié à Montréal, donc à l'École polytechnique en génie logiciel, toujours avec une perspective entrepreneuriale. J'ai travaillé dans plusieurs entreprises en génie logiciel. Je me suis rendu au niveau du CTO dans des entreprises en forte croissance à New York et j'ai fait trois entreprises en mode venture-backed. Et puis en 2018, je suis revenu à Montréal pour faire un projet entrepreneurial qui s'appelle Breed Life, qui a été un beau succès. C'est ce qu'on appelle une InsurTech. On a commencé à bâtir un système qui innove dans le domaine de l'assurance au niveau de la distribution. On a travaillé avec des partenaires locaux de renom, là, la Banque nationale, Beneva, avant ça. Voilà. Ensuite, après tout ça, on a grandi la boîte. Ça a super bien fonctionné. On est cherché du capital de risque local et on a éventuellement réussi à bâtir une compagnie qui a été rachetée en 2022. Après tout ça, je suis allé à Meta, donc un passage relativement court, mais haut en apprentissage. Et depuis quelques mois, je suis à San Francisco en mode exploratoire, vraiment comme en immersion sur tout ce qui est l'intelligence artificielle, tout ce qui est, disons, le futur. Et je suis en train de bâtir, donc je code tous les jours et je suis en mode build mode. Voilà. Je voulais partager certaines perspectives qu'on a vécues avec Breed Life en premier lieu. Je pense que c'est une des difficultés qu'on a dans le monde, disons, des fintech et dans le monde, disons, la collaboration avec les différents partenaires. D'un côté, les régulateurs, de l'autre côté, les partenaires corporatifs et même juste nous-mêmes à l'intérieur de la boîte. C'est vraiment la compréhension entre la classification des données. Comment on explique tout ça en termes techniques? Comment on explique tout ça en termes concrets? Et ensuite, il y a aussi le volet des contrats. Pour nous, dans le domaine de l'assurance, on a des équipes de sécurité, des équipes légales qui sont très, très avancées sur tous ces concepts-là, qui ont beaucoup, beaucoup d'expérience. Nous, en tant que jeunes pousses, il a fallu qu'on s'adapte à ce langage-là, à ces contrats-là, puis qu'à chaque fois qu'on fasse un travail qui était quasiment aussi significatif que le travail technique pour lancer notre plateforme ou pour la démarrer dans le contexte d'un partenariat. Souvent, le code était fini avant que le contrat soit fini. À ce niveau-là, je pense, une dynamique à laquelle il faut réfléchir, comment aider tous les participants dans ce travail-là, tant les exécutifs qui sont les champions du deal, tant les gens qui sont en mode entrepreneurial, qui sont peut-être moins avancés dans le contexte légal. Comment est-ce qu'on peut mettre tout le monde autour d'un même langage, un langage qui doit être de plus en plus sophistiqué et qui doit aussi être assez technique. Comment on définit la donnée qui est partagée, comment est-ce qu'on définit l'apprentissage qui est permis, comment est-ce qu'on a un discours sur la gouvernance de la localisation des données qui reste au Canada, qui reste au Québec, qu'on soit capable d'avoir vraiment comme une trace du légal jusqu'au code. Et comment tout ça se positionne face aux standards. On a les standards européens, on a des nouveaux standards canadiens, on a des standards américains. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir une position qui est robuste, qui est flexible, qui est rapide et qui est conséquente avec le type de risque auquel on s'expose. Voilà. Donc, ça, c'était un premier assessment là, dans le contexte de l'innovation par les startups. Ça prend, je pense, beaucoup plus de travail. En fait, nous, on a fait notre propre éducation avec nos avocats qui était excellent, mais ça nous a pris du temps et voilà. Je pense que tout le monde le voit, mais on est dans un monde qui est en transformation accélérée.
On a ce sentiment-là que toutes les compagnies, toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise, tous les départements d'innovation ont un mandat de répondre aux questions. Comment est-ce que l'IA va changer notre entreprise? Comment est-ce que ça va changer notre domaine? Etc. Et donc, je pense que on voit aussi en corrélation assez directe avec tout ça, on a les entreprises qui ne se gênent pas. Je parle principalement aux États-Unis, je ne sais pas à quel point c'est vrai au Québec, mais les entreprises ne se gênent pas pour licencier les employés, pour rapidement ajuster leur profitabilité. Et les marchés financiers, ils ont vraiment comme tout fait le calcul et ils ont tout, disons, réajusté ça au prix courant d'aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une tendance qui est lourde et je pense qu'on peut extrapoler que dans le futur, les emplois ne sont pas nécessairement safe et il faut penser. Et la présence compétitive des entreprises n'est pas nécessairement safe. Et donc, quand on voit que tout le monde a une motivation d'innovation, tout le monde a une motivation, disons, financière, ça fait en sorte que tout le monde utilise tous leurs leviers de compétition. Et donc, quels sont les leviers qui sont différenciés? Et je pense qu'une des réponses peut être un levier, disons, local de compréhension, disons, du contexte de conformité, du contexte légal, du contexte des licences qui sont nécessaires, des relations qui sont nécessaires et de la confiance. Donc, je pense qu'on peut réfléchir à notre stratégie, disons, de régulation, de législation, comme étant une stratégie qui peut donner un certain espace de manœuvre pour les champions locaux, tant les nouvelles compagnies comme les BreedLife et autres qui sont en démarrage, que disons, les grandes banques locales ou que les assureurs locaux ou les autres participants locaux. Donc, comment est-ce qu'on peut créer suffisamment d'espace qui donne un levier compétitif. Je pense que ce n'est pas un levier qu'on veut, disons, garder à long terme parce qu'on veut que l'innovation arrive. On veut qu'il y ait cette compétition comme le conférencier avant moi partageait. On veut qu'il y ait un esprit compétitif où il y a beaucoup d'interlocuteurs autour de la table, beaucoup de participants dans les différents domaines. Mais voilà, donc je pense qu'on peut penser à la régulation et la conformité comme étant un levier, un atout local là, pour nos compétiteurs locaux. Donc, je disais tout à l'heure que je suis venu à la Silicon Valley depuis quelques mois. Je voulais partager quelques observations, disons, qui sont, je pense, assez claires en termes que l'IA est partout. Donc, tout le monde réfléchit à ça, tous les participants de l'industrie top to bottom, et je pense que les gens se posent des questions par rapport à l'impact futur que ça peut avoir sur les emplois, sur les gens, mais principalement, ils sont plus en mode de qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut déployer, comment est-ce qu'on peut accélérer. Et donc, ça fait qu'on voit que les entreprises ont pris un pivot vers l'agilité, donc les équipes qui sont de plus en plus lean. Et ça, je pense que ça a été vraiment comme internalisé au niveau du leadership. Donc, disons, le barème, c'est moins combien de gens on peut embaucher, mais combien on peut atteindre de revenus par employé. Donc, je pense que ça, c'est une réalité qui est vraie à tous les niveaux, là. Donc, tant à Meta où j'étais, que chez les startups qui sont vraiment, qui ont envie de grandir avec une croissance au niveau de la main-d'œuvre qui est pas linéaire. Ce que j'observe aussi, c'est la culture du travail ici s'est recalibrée depuis environ 2 ans, ce que j'entends là, à travers les interlocuteurs locaux. Et je pense que toutes les notions là, qu'on avait vues de work-life balance, de genre d'arrêter le travail après une certaine heure, etc. Tout ça, c'est un peu on repasse le pendule de l'autre côté vers un mode qui est un peu plus hardcore.
Les gens travaillent très, très fort et les attentes sont très élevées sur la productivité, la vélocité. Je pense qu'il faut prendre conscience de ça parce qu'on compétitionne avec des gens qui sont vraiment, qui n'ont pas vraiment de limites et qui sont en mode accélération. Tout ça pour dire que la rapidité d'exécution très, très valorisée et puis les gens, ils sont capables de faire énormément en très peu de temps. Il y a des équipes qui sont très petites que je vois, qui développent des produits très raffinés en très peu de temps. C'est impressionnant et puis je pense qu'il faut l'internaliser profondément. Euh, donc, euh, un autre discours qui est important dans le contexte de l'intelligence artificielle, de l'innovation, tant en fintech que dans le reste des professions, disons, c'est la balance entre un optimisme technologique, disons, et, euh, disons, ce qu'on appelle ici le doomerism. Je pense que c'est super important de créer un environnement et une culture qui valorise les apports des gens qui sont en train de réimaginer le monde. Et je pense que ces gens-là sont pas nécessairement les meilleures personnes pour partager, disons, les côtés sociaux, les enjeux sociaux. Ce que je vois, c'est que les participants, disons, qui sont entrepreneurs, etc., quand ils parlent des enjeux sociaux, ça fait plus de mal que de bien. Et on a vraiment besoin, je pense, d'interlocuteurs autour de la table qui ont des vrais backgrounds en économie, en sociologie, dans les sciences sociales, qui deviennent partenaires d'un message balancé entre les choses dont on doit avoir peur, les choses par rapport auxquelles on peut être optimiste, mais que les entrepreneurs ou les leaders de business eux-mêmes ne sont pas capables, je pense, d'avoir un discours qui est très intéressant et ça inclut moi-même. Si je devais parler de euh, le rôle de l'individu dans un futur où on n'a pas besoin de leur travail, je ne sais pas comment exprimer des idées suffisamment sophistiquées là-dessus et je pense on se retrouve souvent dans ce genre de dialogue. Euh, Par contre, ce qui est important pour avoir un succès, disons, dans tous les domaines, incluant la fintech, mais tout ce qui est en lien avec l'IA, c'est la combinaison entre données, accès au silicone, énergie en termes de ressources énergiques, disons, juste l'hydroélectricité, éolienne, etc., et le talent. Donc, c'est ça la formule. Et je pense que pour chacune de ces colonnes, il faut avoir un plan concret, là. Et je pense que le Québec est assez bien positionné de ce que je peux voir. On a, je pense, des atouts. Mais c'est, je pense, un plan qu'il faut consciemment mettre de l'avant. Et je pense qu'inévitablement, il va y avoir des gros impacts, là, puis ça se peut que ça accélère à un rythme à court terme qui va être super inconfortable. C'est ce que je vois. Pour, pour chacun de ces axes, je pense qu'on a, comme je disais, des atouts que tout le monde connaît, je pense, autour de la table. Probablement, je mettrais l'accent là, sur l'énergie qui devient hyper important dans un monde où on a énormément de besoins d'intelligence. Pour nourrir l'intelligence, il faut le faire par l'énergie. Puis, il y a beaucoup de gens qui comprennent à quel point c'est un frein au déploiement de tous les potentiels futurs. On est déjà, je pense, en surcharge électrique avec le passage aux voitures électriques. Je pense que ça favorise les sociétés comme le Québec. Pour le silicone, je pense qu'il faut qu'on ait des plans là, pour avoir une certaine autonomie, peut-être pas compétitive pour faire des nouveaux modèles à court terme, mais éventuellement, je pense qu'il faut avoir des sources qui sont disponibles pour les gens locaux. Finalement, pour partager un peu ma perspective sur ce qui est important disons, à faire dans les organisations qui sont de diverses tailles, incluant les petites entreprises, disons, en démarrage. Je pense que c'est encourager la mentalité, disons, créative. C'est organiser des hackathons, organiser des journées où on explore et on partage ce qu'on a compris par rapport à, disons, quelque chose d'innovateur dans l'industrie dans laquelle on travaille. Ça, c'est un volet. Un autre volet, je pense que dans toutes les organisations, on devrait, je pense, encourager l'embauche de gens qui sont plus techniques ou
la conversion de gens qui sont peut-être moins techniques à des gens qui sont plus techniques. Donc, si notre régulateur, par exemple, comprend notre base de données, comprend notre modèle d'API, et les termes, disons, techniques, et on peut partager, disons, un document, une spec sur GitHub. Je pense que ça devient super intéressant. Et si cette personne-là aussi travaillait avec des systèmes à la OpenAI et internaliser les apprentissages, ben, je pense que tout le monde peut collaborer de façon plus efficace. Donc, je pense des petits gestes comme une journée par-ci par-là, ça peut avoir un gros impact. Mais mon expérience personnelle par rapport à tout ça, c'est qu'il faut travailler avec toutes ces technologies au quotidien et se challenger à utiliser ça dans plus de nos interactions avec nos systèmes. Euh, donc voilà. Donc, je pense qu'il y a des déclics qui se font en mode longitudinal. Donc, après 3 mois, je pense qu'on notre rapport à la machine change. Après 6 mois, je pense qu'on commence à avoir une compréhension beaucoup plus raffinée. Et encore une fois, ça vient de quelqu'un qui a utilisé du machine learning depuis une dizaine d'années, d'une forme ou d'une autre, mais qui a vraiment comme mis l'accent là-dessus pendant, disons, les 6 derniers mois au quotidien. Puis je vois vraiment l'impact là, du cumul le volume d'interaction avec ces technologies-là. Donc, je pense que peu importe si on est un chef d'entreprise, si on est en charge d'un département de sociologie à l'université ou qu'on soit un régulateur, je pense il faut, pour pouvoir avoir ce discours, disons, cohérent et concret, je pense qu'il faut mettre le temps. Donc voilà, c'était un peu le survol que je voulais faire. Donc, s'il y a des commentaires, des questions, je serais ravi de les entendre. Puis, donc, s'il y a des gens là qui veulent continuer la conversation plus tard, je suis sur LinkedIn, Arash Tupani. Merci beaucoup, Monsieur Tchoupani. Je vous en prie. Je suis tannant, moi, là. Euh, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends. Okay, good. Euh, euh, vous avez parlé de réglementation et tout ça. Dites-moi, dans votre coin là, de pays, là, est-ce qu'il existe une réglementation pour la concurrence, là? Justement, là, pour encourager comme des codes de conduite ou est-ce que c'est plus solide, là, disons, qu'au Québec ou au Canada? Euh, c'est c'est- c'est une question qui a énormément de volets parce que la réglementation aux États-Unis est très fragmentée. Les États ont leur propre réglementation. Au niveau national, il y a une réglementation. Puis c'est ensuite, dans chaque domaine, il y a d'autres régies, d'autres normes. Par rapport à la concurrence, disons, l'importance d'avoir des appels d'offres, on a vu que dans le domaine militaire, il y a eu des changements dans les dernières 5-10 ans là, qui ont été assez significatifs, qui ont mené à récemment des contrats incroyables par des entreprises qui ont moins de 10 ans ou en fait qui sont plus dans un profil différent des entreprises classiques, là. Donc, il y a Andrew Hill, qui est un nouveau joueur qui est dans le domaine, disons, militaire, qui a dû vraiment comme tirer la patte du gouvernement là, pour qu'il y ait des appels d'offres, pour qu'il y ait un vrai processus de sélection et qui ont gagné leurs droits autour de la table, qui ont gagné leur contrat sur les mérites. Il y a Palantir aussi, là, qui est un autre joueur au niveau des organisations gouvernementales, qui a aussi fait eux, je pense qu'ils sont allés directement en justice là, pour changer les pratiques. Et donc, je pense que souvent aux États-Unis, ce qui se passe, c'est mauvais, 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 et éventuellement bien. Donc, je pense que, il y a du progrès à ce niveau-là. Euh, pour ce qui est de l'éthique, etc., j'ai peu de contexte là, par rapport à comment on s'assure que les contrats ne sont pas, disons, discutés autour de terrains de golf, etc. là. Je pense que les processus sont compétitifs, sont complexes et on voit de plus en plus de nouveaux intervenants qui gagnent de la business. Euh,
Mais je pense que le mood ici, c'est plus un mood de laissez-nous innover, puis regardons un peu ce qui se passe, puis éventuellement, comme assurons-nous de pas trop, disons, d'avoir une régulation qui est pas trop proactive. Je pense que c'est le mood ici, là, par rapport à la régulation en général. Et je pense que quand, disons, des intervenants qui sont un peu plus actifs dans les domaines, disons, soit de start-up ou plus gros, parlent de régulation, il y a beaucoup d'autres participants dans l'écosystème qui parlent de regulatory capture. Donc, c'est pas nécessairement super facile là, pour les gens de faire passer des nouvelles lois. Il y a vraiment cet aspect, disons, plus américain là, de méfiance par rapport aux lois et aux réglementations. Donc, ce que j'observe, c'est que il y a eu des changements par rapport au positionnement de la compétition, puis des processus d'appel d'offres et de procurement, là, procurement en anglais. Voilà. Donc, ça, c'est un peu ce que je vois. Merci Arash d'être avec nous. J'ai une question par rapport au capital de risque. Tu es, t'es dans le coin de San Jose, tu es dans le coin de la Californie. La question, c'est que tu as travaillé énormément dans le secteur tech. Évidemment, tu es basé là-bas. Fait que juste voir, tu as parlé de Montréal, puis on est où Montréal en termes d'accès aux capitaux versus la Californie? Est-ce qu'on est si en retard que ça? La question est large, mais je suis sûr que tu es capable de là-bas. Ben écoutez, moi, je pense qu'il y a des joueurs à Montréal qui ont fait le travail nécessaire depuis de longue date pour qu'on ait, disons, l'accès au capital en tant qu'entrepreneur. On a l'accès à l'éducation, au programme, etc. Donc, je pense à des gens comme Real Ventures. Je pense à Diagram qui a été pour nous super influent dans notre potentiel pour pouvoir arriver à notre potentiel. Je pense à Innovia, il y en a énormément, là, disons que je ne veux pas tous les nommer, mais je pense que ces joueurs-là ont, disons, tout le savoir-faire, puis ils ont, disons, des moyens. C'est impossible de rivaliser avec ce qui se passe dans la Silicon Valley. Donc, je pense qu'il y a le reste du monde et il y a San Francisco. Donc, c'est clair qu'il faut ensuite se positionner sur nos forces. Vraiment, pas essayer de prendre, disons, une position qui rivalise pound for pound, right? Mais aller vraiment dans les endroits où on pense avoir un atout. Oui, effectivement, quand on regarde tous les rapports sur le volume de financement, etc., d'abord, je pense que le Québec vraiment tire sa part du jeu de façon remarquable, là. On voit les rapports sur le financement au Canada et Montréal et le Québec se positionnent très bien d'habitude. Mais justement, quand on est dans un environnement où l'accès au capital est juste différent, c'est des doses différentes et des rythmes différents pour des entrepreneurs différents, disons. Je pense qu'ensuite, il faut vraiment se positionner sur nos forces. Et comme je disais tout à l'heure, certaines de nos forces, c'est qu'on a une société qui est, disons, complètement verticalisée, right? Avec des gouvernements qui ont toutes les capacités possibles au niveau provincial. On a des grandes entreprises dans tous les domaines qu'on peut imaginer qui sont relativement bien protégées pour l'instant. Puis je pense pour un futur envisageable. Et donc, ça donne accès à beaucoup de participants pour aller, disons, créer un nouveau produit, une nouvelle innovation, avoir l'ensemble des soutiens nécessaires pour avoir disons, un bon produit initial. Donc, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, puis qui fait un peu qui pourrait être une des forces qu'on peut envisager comme étant, disons, dans les débuts, dans ses débuts à Montréal. C'est un milieu, disons, relativement collégial, là, dans le sens que tout le monde se connaît. Je pense que ça, c'est généralement au bénéfice des investisseurs et peut-être un peu plus difficile là, pour les entrepreneurs qui ne voient pas nécessairement autant de compétition là, pour un deal. Mais je pense que disons, faut toujours mettre l'accent sur la force ou les forces. Et je pense que dans le domaine des fintech,
vraiment cet alignement là, où on peut, nous, on allait voir notre partenaire à la Banque nationale, ça nous prenait 5 minutes à pied. On est allé voir la capitale à Québec, on prenait notre voiture, puis les 4 fondateurs, on allait les voir dans leur bureau. Donc, je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent là, sur nos forces et le fait qu'on a toute une société qui peut, s'il y a vraiment de la motivation, qui peut vraiment comme se débloquer pour faire avancer un projet ou une série de projets. Ça, c'est une force qui est difficile à envisager dans d'autres contextes. Donc, il faut le vouloir. Mais quand il y a une volonté puis une coordination, ben, je pense que ça le fait. Puis, je vais encore remettre un peu l'emphase sur nos backers à nous. Donc, chez Breed Life, on a eu Diagramme qui a toujours été proche des régulateurs, proche des champions, disons, locaux et qui ont été je pense qu'un joueur qui veut créer des succès et qui veut vraiment comme délibérément les créer principalement localement. Personnellement, ben moi, je suis ici parce que je veux avancer, puis il y a énormément d'informations qui se passent en personne. Il y a énormément de dynamisme qui je pense, on absorbe par osmose. Donc, pour moi, c'est un environnement qui est difficile à répliquer, puis c'est même quasiment difficile à expliquer aux autres qui ne sont pas ici. Voilà. Ben, je pense qu'on a quand même réussi à, à saisir là, l'effervescence, je pense que dans lequel vous baignez, je dirais. Merci beaucoup, M. Tupani. Merci. Au revoir. Ara, je veux juste terminer en disant à tout le monde que vous avez été merveilleux de remplacer Martin au but à la dernière minute et je vous remercie encore infiniment. Je remercie votre maman encore infiniment qui m'a permis de vous rejoindre en 2 temps, 3 mouvements. Et un grand merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui, vraiment. Merci. Merci à plaisir, vous. Arash. Plaisir. Oui. Au revoir. Au revoir.